Otep à tous les Shemsuhor, paix à tous les suivants de la puissance régénératrice. Otep à tous les Shemsumaat, paix à tous les suivants de la vérité et justice. Otep à tous les Shemsu Djeuti, paix à tous les suivants de la sagesse, intelligence divine. Otep à tous les Shemsura, paix à tous les suivants de la lumière. Bonsoir à toutes les sœurs de Kamit. Bonsoir à tous les frères de Kamit. Je reviens ce soir avec une nouvelle thématique, ou tout au moins un nouveau thème très alléchant, sur lequel je m'en vais entretenir la famille. C'est un thème qui embrasse en même temps le volet philosophique, métaphysique et aussi le volet éducatif et politique, je dirais même géopolitique. Le thème sur lequel je m'avais entretenir les sœurs et les frères de combat est intitulé « Les causes de la paralysie mentale de l'élite politique noire ». Je reprends. Les causes de la paralysie mentale de l'élite politique noire. Ce sujet me tient beaucoup à cœur parce que j'ai suivi beaucoup de panélistes des médias locaux, basés ici au Cameroun, et même de tous les médias des pays africains, portant notamment sur la question qui est celle de savoir pourquoi l'élite politique est-elle toujours assujettie à ses anciens colons. Et tel que nous l'observons, une fois de plus, nous avons constaté que les chefs d'État africains se sont rendus à des conférences organisées par les membres de l'Union européenne qui eux-mêmes sont subordonnés à ce qu'on pourrait qualifier à l'ordre de Washington. Oui, bon, beaucoup nous diraient que ce sont des alliés. Bon, c'est normal que leurs pensées et leurs projets politiques coordonnent ou se coordonnent de manière logique. Nous le comprenons très bien. Mais la question que nous nous posons, c'est que comment se fait-il que l'élite politique soit toujours inféodée à ses anciens colons? C'est un problème que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup mènent des débats sur des panels pour aborder les questions de politique, les questions d'économie, les questions monétaires, le franc CFA et le rapport entre la France et l'Afrique, entre le Royaume-Uni et l'Afrique, entre les États-Unis et l'Afrique, entre Bruxelles et l'Afrique, c'est-à-dire la Belgique. Bref, entre les pays de l'Europe de l'Ouest et les pays de l'Amérique du Nord et l'Afrique. On se rend compte que lorsqu'il y a des sommets dans d'autres pays qui ne sont pas moins de puissance autant que les puissances occidentales, certains chefs ne s'y rendent pas. Mais lorsqu'il y a des meetings en Europe, des conférences en Europe, tous ces gars se ruent là-bas comme s'ils étaient soumis à un coup de fouet ou à un conditionnement obscur que beaucoup ne comprennent pas. Donc, à l'instant où je vous parle, les chefs d'État africains sont en Europe pour assister aux conférences, aux meetings, au sommet des chefs d'État que les Européens ont organisés, net comme cela s'est passé il y a quelques mois aux États-Unis. On a vu tous les chefs d'État nègres se ruer là-bas comme si c'était des petits bébés. Il n'y a pas de résistance à ce niveau. Mais lorsque d'autres États, qui sont aussi des puissances, autant que ces puissances occidentales et nord-américaines, invitent les chefs d'État, il n'y a qu'une petite poignée qui a le courage de s'y rendre. On se pose donc les questions. Quel est le bout par lequel l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord tient l'élite politique
négro-africaine. Pour réussir à découvrir ce mystère, il faut se poser des questions non seulement politiques, non seulement économiques, mais d'ordre philosophique, éminemment philosophique, et je dirais même métaphysique. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra comprendre quelle est donc la cause de cette inféodation perpétuelle. Parce que le grand danger aujourd'hui, c'est de ne pas se leurrer, ou alors d'être naïf en croyant que lorsque la génération des années des indépendances, ou des années 70, ou des années 80 va s'en aller, celle qui va les remplacer va changer. Je ne pense pas que cette génération va changer parce que le système bâti par les colons s'arrange toujours à ce que lorsque ces vieillards meurent, qu'ils laissent ceux qui ont été baptisés autant qu'eux, c'est-à-dire soit leurs fils, soit des personnes qui ont été moulées dans le même système qu'eux, afin de perpétuer la même chose. Vous verrez donc un chef d'État de 50 ans, ou de 60 ans, ou de 70 ans, ou de 80 ans, ou de 90 ans mourir, ou tout au moins, suite à une maladie grave, il va laisser le pouvoir à celui qui est dans le même paradigme que lui, à celui qui est dans la même vision que lui, afin qu'il n'y ait pas rupture de la corde qui lie l'élite politique africaine à l'Europe de l'Ouest et à l'Amérique du Nord. Est-ce que, beaucoup me poseraient la question, est-ce qu'ils n'ont donc pas le droit d'entretenir des relations économiques et politiques avec l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord? Je dirais que non. Les États ont le droit d'entretenir des relations politiques et économiques avec tout le monde, à condition que ces États soient autonomes, à condition que ces États bâtissent des économies autonomes, une politique basée sur une vision autonome du monde, avant de voir maintenant quel type de collaboration pouvons-nous avoir avec les autres États. Et plus encore, ces États d'Afrique noire devraient entretenir des rapports d'égal à égal avec les autres leaders politiques des autres États. Pourquoi? Parce que si réellement les États noirs de l'Afrique noire sont indépendants, rien que sur le principe d'indépendance et de souveraineté de l'État, il est impératif que chaque pays tienne son destin en main et que son destin ne dépende pas des décisions venant des tiers États ou je ne sais pas quoi, de certaines organisations internationales. Donc, c'est une problématique fondamentale qui devrait interpeller tous les analystes politiques et tous les analystes économiques. Et ils comprendront enfin pourquoi, depuis qu'ils parlent sur les panels, depuis qu'ils se battent, ils ne seront jamais écoutés. Ils ne seront jamais écoutés. Est-ce que nous encourageons des coups d'État comme ça s'est passé au Mali? C'est une question très relative. Si le coup d'État se passe sans que le sang ne soit versé, sans que les institutions, sans qu'il y ait des casses, sans qu'il n'y ait mort d'homme, et que ça se passe pacifiquement, nous dirons à condition que ce coup d'État promeuve le bien-être collectif. Mais je ne suis pas partisan des coups d'État. Ça, il faut le préciser. Je suis plutôt partisan d'une révolution collective qui part d'un peuple conscient et qui comprend les vrais enjeux de son destin et qui décide de prendre son destin en main. Ça peut se passer sur les urnes, ça peut aussi se passer à travers une révolution, comme la Révolution française, comme les autres révolutions qui ont eu lieu dans les pays arabes, dans les monarchies du Golfe et partout dans le monde. Et même dans l'Égypte pharaonique, lorsque les pharaons de la 6e dynastie ont commencé à dévier des canons de la Mecque, le peuple s'est insurgé contre eux et les a renversés et ce peuple a rétabli l'ordre, d'où le règne des pharaons du Moyen Empire, notamment les Montuhotep Ier, Amenemhat I, Montuhotep II,
Amenemhab II, Amenemhab III, Montuhotep III, etc., etc. C'est la même chose qui s'est passée lors de l'invasion Hyksos. Lorsque les Hyksos ont envahi l'Égypte de la zone de la Méditerranée, les autochtones basés en Haute-Égypte et en Nubie ont dû mener une révolution, une révolte populaire pour repousser l'ennemi et pour repousser l'envahisseur. Et c'est ainsi qu'a été instituée donc la 18e dynastie, la 17e et la 18e dynastie, qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le nouvel empire de l'Égypte pharaonique. C'est la même chose, c'est la même révolution que nous prenons aujourd'hui, mais cette révolution ne doit pas se passer forcément sur la brutalité, sous le coup de la brutalité. Mais c'est une révolution qui doit être non seulement une révolution intellectuelle, mais une révolution populaire d'un peuple conscient qui décide de prendre son destin en main et d'évacuer toute la peste et toute la gangrène qui continue aujourd'hui de tenir nos États en esclavage. Et il y a une autre option, à savoir, est-ce que nos frères qui font partie de cette élite politique aujourd'hui peuvent finalement devenir conscients et comprendre les vrais enjeux qui concernent le destin de leur peuple et décider donc de rompre avec la domination qui leur est imposée de l'extérieur. Si cette élite politique prend cette initiative, je les soutiendrai à 100%. Et cette initiative ne pourra être prise que par la conclusion, les solutions que je vais apporter à la fin de mon argument, de mon exposé, de ma communication. Je m'en vais donc immédiatement commencer mon propos. Nous commençons par le premier point. Je reprends le thème. Les causes de la paralysie mentale de l'élite politique noire. Quelles en sont les causes? La première cause, c'est la colonisation et le complexe de l'Occident. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'élite noire, je veux dire le peuple noir, s'est retrouvé envahi, après avoir subi la traite négrière pendant 400 ans, s'est retrouvé envahi par les colons de l'Europe, notamment le Portugal, l'Espagne, la Belgique, l'Italie, l'Angleterre, qui était le Royaume-Uni à l'époque, qui était la Grande-Bretagne à l'époque, la France et tous ces pays, la Hollande, parce que la Hollande, ils sont passés aussi en Afrique du Sud, ils ont aussi mené des batailles en Angola et partout. Nous le savons très bien, l'histoire est très claire là-dessus. Donc, la première cause de cette paralysie mentale, c'est cette colonisation qui a provoqué dans l'esprit du noir le complexe de l'Occident. Je m'explique. Le contact avec le blanc s'est passé dans une brutalité à nul autre pareil. Nous connaissons l'histoire du Royaume du Congo, nous connaissons l'histoire du Bénin, l'Empire du Bénin, le Royaume du Bénin, avec Béhanzin et tous ces gens. Nous connaissons l'histoire des peuples de l'Afrique centrale, des peuples de l'Afrique de l'Ouest, des peuples de l'Afrique de l'Est et même des peuples de l'Afrique du Sud. Je ne vais pas revenir donc sur le volet historique que beaucoup de nos sœurs et frères peuvent redécouvrir à travers des travaux que certains de nos frères ont déjà réussi à produire. Le problème donc du contexte, du complexe de l'Occident naît du contact que l'homme noir a établi avec l'envahisseur. Ce contact n'était pas un contact d'égal à égal. Ce contact s'est passé, comme je viens de le dire, sous le coup de la brutalité, sous le coup de la ruse à travers la religion et sous le coup de la manipulation mentale. Et ils ont donc réussi à faire comprendre aux Noirs qu'il est un sauvage, qu'il est primitif et qu'il a besoin d'être civilisé. D'où les concepts qui ont moulé ou qui ont alimenté le mouvement colonial, à savoir la civilisation des peuples sauvages. La colonisation s'est donc passée sous
le slogan de la mission civilisatrice, qui implique que les peuples vers lesquels ces civilisateurs allaient étaient considérés comme des peuples primitifs et qui étaient dépourvus des éléments de civilisation. Or, aujourd'hui, nous savons, avec les travaux de Cheikh Anta Diop, de Théophile Obenga et les Bilolo et tous ces égyptologues et tous ces chercheurs, historiens africains qui ont abattu un énorme travail, que quand on parle de la première grande civilisation de l'histoire de l'humanité, c'était la civilisation noire, notamment la civilisation nubo-égyptienne. Et plus tard, nous avons eu, pendant la période du Moyen-Âge, les grands empires. L'empire du Mali, l'empire du Songhai, l'empire du Bénin, etc., etc. Nous avions une très grande bibliothèque au Moyen-Âge, notamment la bibliothèque de Tombouctou. Donc, il y avait des intellectuels africains, des grands intellectuels. On a même eu des rois qui se sont présentés plus tard comme les plus riches du monde, notamment à l'exemple de Kankan Moussa, qui était tellement riche qu'il était admiré même par les princes, les rois ou les chefs des tribus arabes, et de même que les Européens. Donc, si l'Afrique s'est retrouvée dans une situation de gloire dans la haute antiquité, jusqu'à l'antiquité tardive, et pendant la période du Moyen-Âge, on ne saurait donc nier le facteur civilisation au peuple noir. Donc c'est une manière de relativiser la notion de mission civilisatrice. Est-ce que lorsqu'ils sont venus, ces colons sont arrivés en Afrique noire autour des années 1472 et plus tard en 1600, 1700, ont-ils trouvé des royaumes organisés, vrai ou faux? Vrai, ils ont trouvé des royaumes organisés, avec un roi, avec une organisation sociale, un système économique, et bref, le peuple avait sa manière de vivre et sa manière de fonctionner. Il est vrai que ces royaumes étaient déjà coupés au monde et ne savaient plus ce qui se passait de l'autre côté de la Méditerranée, de manière claire. On peut comprendre aussi pourquoi ils ont eu à un certain moment, une certaine période de l'histoire, notamment avec la traite négrière, un retard sur le plan scientifique, sur le plan technologique, au point où lorsqu'ils se sont retrouvés en contact avec les colons occidentaux, ils se sont retrouvés être en rapport d'infériorité, notamment en ce qui concerne le rapport de force sur le plan militaire. Les autres sont venus avec des canons, avec des grands bateaux, avec des fusils. Ils sont venus avec des modèles vestimentaires assez particuliers. Ils sont venus, bref, ils avaient déjà une longueur d'avance, notamment avec la révolution, la Renaissance occidentale, notamment au 16e, 17e, 18e siècle, qui a produit le siècle des Lumières et le siècle des grandes inventions. Donc, il est vrai qu'autour de 1700-1800, l'Afrique était sur le plan scientifique et technologique en retard face à l'Occident. Donc, la notion de mission civilisatrice a donc réussi à toucher les consciences des Noirs qui se sont rendus compte que ce qui venait vers eux était en avance, technologiquement parlant. Ceux qui venaient vers eux avaient des documents écrits, des documents scientifiques écrits. Ils avaient les textes sacrés, notamment la Bible. Lorsque les Arabes sont venus aussi au 7e siècle, ils sont venus avec le Coran. Alors que les Noirs avaient perdu la notion des textes sacrés, ils se sont cantonnés dans les confréries initiatiques traditionnelles qui ne pouvaient donc pas concurrencer sur le plan philosophique des systèmes religieux et spirituels élaborés tels que les religions du livre. Ils ne pouvaient pas concurrencer l'Occident en ce qui concerne les productions des œuvres scientifiques, les écrits. Ils ne pouvaient pas concurrencer l'Occident sur le plan militaire et même sur le plan des échanges économiques, parce que les Occidentaux avaient déjà développé les navires et autres, et que les ancêtres des Africains avaient développé bien avant. Donc la question
de la mission civilisatrice a réussi à convaincre le noir sur la base de ces aspects que je viens d'énumérer. Et ça fait donc que le noir a commencé à développer un complexe d'infériorité. Parce qu'il se disait, oh mais ce mec, lui, il a des fusils, il a des canons, il a des grands bateaux, il a des tapis, il a des choses que moi je n'ai pas chez moi. Et puis, le vin qu'il m'apporte, ce n'est pas un vin, comment pourrais-je appeler ça? Les vins traditionnels, là, les vins des paysans qu'on fabriquait de manière rudimentaire. Ils venaient avec des vins embouteillés et qui avaient un goût particulier. Ils venaient avec d'autres choses que je ne peux pas énumérer ici, parce qu'il n'y a pas assez de temps. Le complexe du colonisé est né donc sur trois choses. Un, l'Occident est venu avec les armes que l'homme noir n'avait pas à cet instant. L'Occident est venu avec le livre que l'homme noir n'avait plus à cet instant. L'Occident est venu avec la religion, une religion élaborée, avec, codifiée dans un livre, dans des livres que l'homme noir n'avait plus. Et donc, l'Occident avait des écoles, notamment lorsqu'ils prenaient, lorsque les Portugais venaient chercher les Congolais dans du royaume du Congo et des autres peuples de la côte de l'Afrique, ils les amenaient dans leurs écoles, dans leurs instituts et autres, dans leurs universités. Et lorsque les Noirs revenaient, ils venaient rendre compte à leurs frères, en leur faisant comprendre que ces gars sont en avance chez nous. Et l'homme noir a donc commencé à développer une psychologie de complexé. Au point où même dans nos langues, il y a des expressions comme « je vis comme un blanc »,« je mange comme un blanc »,« je m'habille comme un blanc ». Voilà. Et d'autres sont même allés jusqu'à dire que le blanc est le remplaçant, le représentant de Dieu sur terre. C'était même encore très grave lorsque les Noirs ont vu des avions décoller, mais c'était incroyable. Donc ce complexe de l'Occident a été nourri à travers la traite négrière et pendant toute la période coloniale. Au point où l'homme noir, même cultivé, continuait de regarder l'homme blanc comme son supérieur. Et d'ailleurs, lorsque les hommes noirs allaient dans leurs écoles, on ne leur permettait jamais d'atteindre un certain niveau. Et sans oublier des propos racistes, dénigrants, qu'on a pu tenir à leur endroit. Maintenant, cela nous amène donc au deuxième point, notamment le modèle de l'éducation coloniale. Donc, l'éducation coloniale avait pour rôle d'élaborer un endoctrinement idéologique qui allait conditionner mentalement l'élite intellectuelle noire future, de même que l'élite politique noire future. Donc, le système éducatif avait pour but de limiter l'homme noir aux basses besoins, à une pensée moyenne qui ne devait jamais égaler la pensée du maître. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque nos frères allaient là-bas, il y avait des cours spéciaux où les Occidentaux, les jeunes Occidentaux se retrouvaient entre eux et les Noirs devaient être parqués dans certains lieux où ils recevaient des cours appropriés. Donc il y avait une éducation pour les colonies et une éducation pour les colonisateurs. Vous voyez déjà ce gap sur le plan intellectuel qui fait que le peuple noir ne pouvait jamais se retrouver intellectuellement parlant, moralement parlant, spirituellement parlant, psychologiquement parlant, au même niveau que le colon. Il y a donc ce point-là. Et donc, dans le système éducatif, il y avait une histoire élaborée par les colons qui visait à montrer à l'homme noir qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas une conscience élaborée, il n'a pas la rationalité. Et vous vous souvenez des travaux des auteurs tels que Claude Lévi-Strauss et tous ces ethnologues-là qui avaient pour but d'étudier la mentalité nègre qu'ils ont fini par qualifier de mentalité primitive. Et donc, lorsque celui que tu as en face de toi qualifie ta mentalité, ta manière d'être, ton mode de vie de mentalité primitive,
et qui te fait comprendre que la rationalité est de son côté, la raison est de son côté, la civilisation est de son côté, ça crée donc aujourd'hui les complexes que nous voyons dans la manière de se comporter, à travers la manière de se comporter de l'élite politique africaine. Donc il y a cette histoire construite par le colon qui avait pour but de maintenir un rapport déséquilibré entre le colon et le colonisé. Nous avons aussi le concept de l'évolution des paradigmes qui a été véhiculé à travers ce système d'éducation et qui continue d'être véhiculé jusqu'à aujourd'hui. On nous fait comprendre que, même dans leurs écoles, on nous fait comprendre que ce que Platon a dit relève du passé et qu'au fil du temps, la pensée a été affûtée, a été améliorée et jusqu'à parvenir donc à la rationalité qui a notamment été assurée par René Descartes, Leibniz, Emmanuel Kant, Spinoza, Hegel, Fichte, Schelling, bref, tous les penseurs du siècle occidental des Lumières. La rationalité est donc occidentale et aucun autre peuple sur terre ne peut prétendre être rationnel. Et c'est ça que moi-même qui vous parle, c'est ça qu'on m'a enseigné à l'école, depuis l'école primaire jusqu'à l'université. On nous a dit les grands penseurs, les penseurs classiques, c'est Platon, d'abord la philosophie est grecque, elle est occidentale, Platon, Aristote, Descartes, Kant, Schelling, Fichte, Hegel, je ne sais pas quoi, Montesquieu, Voltaire, je ne sais pas, Nietzsche. Bref, la rationalité est du côté de l'Occident. La science est du côté de l'Occident. Ensuite, cette notion d'évolution de paradigme a infligé une très grande défaite psychologique chez l'homme noir. Lorsqu'on lui a fait comprendre que sa manière de se comporter est une manière mimétique et elle se répète, et l'homme noir manque de créativité. Et donc, il vit toujours dans un environnement qui n'est pas très différent de l'environnement des bêtes sauvages. Et il doit donc faire évoluer son paradigme vers la rationalité dont les canons ont été fixés par l'Occident. Voilà la question donc de l'évolution des paradigmes. Il faut partir de la nature primitive de l'état sauvage vers l'état du civilisé. Et donc, c'est dans ces écoles que l'élite politique africaine actuelle a été moulée, y compris l'élite intellectuelle. Et c'est dans ces écoles que nous-mêmes qui vous parlons, nous continuons d'être moulés parce que le système éducatif est toujours le même. Et pire même encore, il va de dégradation en dégradation parce qu'on s'arrange à ce que les générations futures soient totalement abruties et facilement manipulables. Vous allez donc constater que plus le temps passe, plus la rigueur sur le plan de l'éducation décroît et tend vers la médiocrité. Il y a maintenant notre concept, le concept d'universalité. Le concept d'universalité repose notamment sur les principes de la rationalité, tels qu'élaborés par René Descartes, tels qu'élaborés par Emmanuel Kant, tels qu'élaborés par Hegel. Et c'est cette rationalité qui a donc le principe de l'universalité. N'est universel que ce qui obéit au canon philosophique de la pensée occidentale élaborée par Descartes, Kant et Hegel. Je cite les trois penseurs majeurs de la pensée occidentale classique. Donc, ce concept d'universalité entraîne aussi le concept d'humanisme. Ne peut être humaniste, ne peut connaître les valeurs de l'homme, ne peut connaître les droits de l'homme que celui qui a la rationalité, que celui qui a les principes de l'universalité. Et donc, nous nous souvenons des travaux d'Emmanuel Kant, notamment la critique de la raison pratique, notamment qu'est-ce que les Lumières, et la critique de la raison pure, la critique de la faculté de juger, et plus tard les travaux de Hegel sur la logique, les sciences de la logique, la phénoménologie de l'esprit, les principes du droit, sans oublier les Voltaire et tout ce monde-là qui ont mené des travaux
pour démontrer que la rationalité est du côté de l'Occident. Et par conséquent, puisque la rationalité est la dimension la plus élevée de la pensée, et elle revêt donc les principes universels. L'universalité, l'universalisme est donc du côté de l'Occident. L'humanisme et cet universalisme implique donc la promotion des valeurs humaines, d'après leur paradigme, d'après leur vision du monde qui s'est construite pendant au moins 2000 ans. Et donc celui qui se tient à marge de cette rationalité occidentale, à marge de cette universalité philosophique occidentale, ne peut donc pas prétendre à l'humanisme, ne peut être humaniste que celui qui connaît les principes universels qui peuvent donc être appliqués à tous les peuples. Et là je précise, il s'agit bel et bien de la pensée occidentale qui est en train d'être imposée aux autres peuples. Et comme je l'ai dit, ils ont l'avantage d'avoir des écoles, ils ont l'avantage d'avoir des grands penseurs qu'on diffuse à travers ces écoles, ils ont l'avantage d'avoir des écrits élaborés et ils ont l'avantage d'avoir des bibliothèques qui retracent la mémoire historique des peuples, ce que les peuples noirs n'avaient plus. Ils ont gardé la mémoire à travers les siècles initiatiques, ce qu'on leur racontait concernant leur généalogie, et ils se bornaient à ça. Ils n'avaient plus des écrits qui pouvaient leur permettre de remonter jusqu'à 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans en arrière. Ils n'en avaient plus. Donc, le concept d'universalité et d'humanisme ne peut donc être qu'issu de la pensée occidentale. Maintenant, le concept de mondialisation tire sa source justement dans la rationalité occidentale, et avec les éléments des principes universels de la rationalité, avec les éléments de l'humanisme, et c'est de là que le concept de mondialisation surgit. Mondialisation, c'est-à-dire que les peuples ne peuvent plus vivre en vase clos, ils doivent interagir les uns avec les autres, mais là, ce qu'on ne nous dit pas de manière ouverte, c'est que d'après le modèle occidental, d'après la rationalité occidentale, d'après l'universalité occidentale, d'après l'humanisme occidental. Et ils ont donc élaboré, ils ont développé des mécanismes à travers la logique philosophique, ils ont créé la cybernétique, ils ont créé l'informatique, et plus tard, il ne faut pas aussi négliger que de temps en temps, lorsqu'ils étaient en contact avec les peuples noirs, ils découvraient certaines techniques qui laissaient éclore une pensée logique, mais qu'ils ne reconnaissaient pas. Et donc, ils récupéraient ces techniques, notamment le système des Bambara, des Dogon, ils récupéraient cela et ils s'en appropriaient. Et c'est sur la base des publications scientifiques qu'ils déclarent ouvertement que les inventeurs de toutes ces théories et de l'évolution de la science ne peuvent être que leurs intellectuels et leurs penseurs et leurs hommes de science. Donc, nous évoluons. Nous avons donc, dans les écoles, dans nos grandes écoles jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle les grands classiques de la pensée occidentale, tant dans le domaine de la littérature, que dans le domaine de la philosophie, que dans le domaine de la psychologie, que dans le domaine de la sociologie, le domaine de la politique, le domaine du droit, le domaine de l'économie, bref, tous les domaines, les mathématiques, la physique, la chimie, la biochimie et l'architecture, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que j'ai oublié, même l'art. C'est-à-dire que dans le domaine de l'art, nous avons Victor Hugo, nous avons Mozart, nous avons Molière, nous avons Goethe, nous avons Van Gogh, nous avons Picasso, Pablo Picasso, nous avons Leonardo da Vinci, nous avons bref, tous ces gens-là dans le domaine de l'art. Dans le domaine de la littérature, hein, nous avons des gens comme Voltaire, nous avons des gens comme Baudelaire, nous avons des gens comme, comment on l'appelle encore, l'écrivain britannique là, son nom va me revenir. Nous avons, bref, des grands écrivains dans le domaine de la littérature, l'étude des langues, la linguistique. Nous avons les Ferdinand de Saussure, nous avons les Émile Benveniste,
nous avons les Noam Chomsky. Dans le domaine de la philosophie, nous avons les Platon, Aristote, nous avons les néoplatoniciens, nous avons Descartes, Kant, Hegel, Fichte, Schelling, Spinoza, nous avons Leibniz, nous avons Malebranche, nous avons Montesquieu, nous avons, bref, tout ce monde-là. Dans le domaine de la physique, nous avons Galilée, nous avons Copernic, nous avons Newton, nous avons que sais-je encore, ils sont nombreux, je ne peux pas énumérer, sans oublier à l'époque contemporaine, sans oublier les Max Planck, les Werner Heisenberg, les Einstein, les Niels Bohr, et tout ce monde-là dans le domaine de la physique et l'astronomie. Dans le domaine des mathématiques, nous avons les Leibniz, nous avons les Descartes, nous avons parfois même ils s'attribuent le patrimoine africain, notamment à travers les Euclides, les Pythagore, les Thalès et autres. Donc, dans le domaine, bref, dans tous les domaines, tous ceux qui produisent ou qui sont supposés avoir produit des innovations ou des avancées scientifiques dans ce domaine ne sont que les penseurs occidentaux. Ça fait donc que le peuple noir, se retrouvant dans ce genre de situation, se pose la question, mais nous, on n'a pas inventé les mathématiques, nous, on n'a pas inventé la chimie, la physique, on n'a rien pu produire en philosophie, on n'a rien pu produire en politique, en pensée politique, économie, et donc, ça fait que l'élite politique coloniale qui continue de gouverner nos États aujourd'hui est passée par ces écoles. Et la remise en question n'est pas facile, parce que lorsque tu es déjà moulé pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, un mensonge répété devient une vérité. Ça fait que cette élite a tellement été idéologiquement endoctrinée qu'il lui est impossible aujourd'hui, malgré les travaux, les efforts de Cheikh Anta Diop et de tous ces égyptologues et ces jeunes scientifiques d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas facilement se remettre en question. Et maintenant, il y a un autre point, à savoir le piège de la notion des ères et des cycles. On leur fait comprendre que oui, quand bien même on accepterait qu'à un certain moment les Noirs étaient civilisés, l'ère des Noirs est passée. Et ils créent aussi, ils embrayent aussi dans le volet spirituel, en leur faisant comprendre que avec la malédiction des chambres, le Noir a dégénéré, il est devenu une bête sauvage, et donc mais la même chose avec la chute des empires noirs, l'homme noir a dégénéré et il a donc besoin d'être à nouveau civilisé. Et que c'est justement les tares que regorgeaient les civilisations noires qui ont entraîné les chutes des empires noirs. Voilà ce qu'on raconte à notre élite politique et à notre élite intellectuelle dans leurs écoles. C'est-à-dire que les causes de votre chute sont issues de vous-même, à cause de votre incapacité de vous projeter vers le futur et à cause de votre incapacité de vous autogérer. Il y a d'autres arguments que ces gars utilisent. Donc, ils montrent que votre cycle est passé. Actuellement, c'est notre cycle. Et nous avons évolué de votre cycle à notre cycle. Donc, le cycle dans lequel vous êtes actuellement est le cycle le plus évolué. Même si, à travers la science, à travers la spiritualité, à travers la politique et l'économie, on se rend compte d'une certaine dégénérescence, telle que je l'ai bien évidemment démontré dans beaucoup de mes enseignements, à savoir que les anciens ne séparaient pas la spiritualité de la science. Mais lorsque, une fois qu'on a coupé la spiritualité de la science, cette science a dégénéré, elle est devenue une science matérialiste qui peut donc aller dans tous les sens, à condition que l'homme puisse accomplir ses désirs, ses plaisirs et ses projections. Il n'est plus question de valeur mise au centre de la science, il est question de profit, il est question de gain, et il est question de quête de pouvoir et quête de l'hégémonie. Donc, la question des airs est aussi un autre piège dans lequel on a entraîné l'élite politique africaine. Il y a maintenant d'autres problèmes, notamment au niveau au troisième point, la notion des fils de lumière et des fils de ténèbres. Vous allez voir, même dans les représentations religieuses, le diable est noir, Dieu est blanc, les anges sont blancs,
Jésus est blanc, les saints sont blancs, les prophètes sont blancs, et que sais-je encore. Même sur le plan de la production scientifique, on vous dira la philosophie et les sciences et tout ça, le berceau c'est la Grèce. Donc ils ont révisé l'histoire. Et ils ont révisé l'histoire suite à la chute des empires négro-africains. C'est en ce moment qu'ils ont réussi donc à piller nos bibliothèques et à réécrire l'histoire à leur avantage. Et c'est cette histoire qui est enseignée dans nos écoles jusqu'à aujourd'hui. La notion de fils de lumière et les fils des ténèbres est issue d'abord d'une pensée religieuse, notamment à travers la tradition judéo-chrétienne et islamique, ou bien musulmane. C'est là-bas qu'on qualifie le noir d'être maudit, notamment à travers la malédiction des champs. Et donc, l'homme noir étant maudit, il est dégénéré et il ne peut donc être qu'un esclave des autres. Et la lumière, c'est quoi? C'est celui qui a la peau blanche. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a adopté certains concepts tels que la magie noire, la magie blanche, c'est-à-dire que tout ce que le noir fait comme pratique, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie, c'est, je ne sais pas quoi, c'est du satanisme. Et tout ce que le blanc fait, c'est de miracles divins, c'est les actes, des œuvres d'intelligence, les œuvres de rationalité, les œuvres élevées, les œuvres de lumière. Et on dit même encore, de manière plus grave, on dit même encore que la peau, l'homme noir est proche du singe, c'est-à-dire que c'est le frère du singe, voilà, du gorille et du chimpanzé. Vous allez continuer d'observer aujourd'hui dans les stades de football, lorsque les noirs jouent, il y a toujours les cris de wouhou, wouhou, wouhou. Donc le singe, le petit singe qui est sur le terrain. Donc, ça a créé un ensemble de complexes dans l'esprit du noir au point où aujourd'hui il est incapable de s'assumer et de s'autogérer. Nous évoluons. Le concept des fils de lumière et des fils des ténèbres est davantage développé dans les doctrines ésotériques, notamment à travers le gnosticisme, les rose-croix, les mouvements maçonniques et kabbalistes, et tout ce que vous connaissez comme mouvement ésotérique issu des peuples sémites et des peuples occidentaux. Et là, on leur fait comprendre que les fils de lumière, c'est ceux qui ont évolué à travers les cycles et leur conscience est donc parvenue à la clarté et à la splendeur divine. Et donc, ces êtres évolués, ce sont les colons, les locodèmes, les blancs. Et maintenant, les fils des ténèbres, ce sont ces noirs qui végètent encore dans les forêts, qui sautent de branche en branche, qui mènent une vie de sauvage et de primitif. Et donc, ces fils des ténèbres doivent être tenus par la main par les fils des lumières. Et même les mystères, la notion des mystères, on leur dit que les pharaons, c'était des blancs. Et que les pharaons noirs sont arrivés seulement vers la chute de l'Égypte, dont les Taharka, les Shabaka, dont les pharaons soudanais, là. Voilà. On dit que voilà, ça c'est lors du déclin de l'Égypte. Mais lors de la gloire de l'Égypte, pendant la période de construction des pyramides, c'était des blancs. Ou alors, c'était des bruns aux cheveux lisses. Donc, ils ont développé tout un ensemble de théories. Il y en a même d'autres, comme Max Heindel, qui a rédigé les ouvrages sur l'évolution des races. On a les races primitives et la race accomplie actuellement, c'est la race aryenne. C'est ça qu'on enseigne dans les écoles de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix et les écoles de la Gnose. On leur fait comprendre qu'avant, il y avait les hyperboréens, il y avait les lémuriens, il y avait les Atlantes qui ont civilisé les nègres, parce qu'en réalité, les nègres ne pouvaient pas créer de civilisation. Ce sont les Atlantes qui les ont civilisés pour les amener au niveau qu'ils ont atteint, notamment lors du déclin de la grande civilisation égyptienne, que les Noirs sont donc venus les envahir, c'est-à-dire eux, les peuples civilisés, les envahir et ils ont donc répandu les ténèbres sur la terre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour ramener la lumière, il y a eu une coalition entre les Perses et tous les autres peuples pour renverser l'Empire noir. Ensuite, les Grecs sont venus, ensuite les Romains sont venus, et plus tard les Arabes, et plus tard la tête négrière et la colonisation ont continué leur œuvre.
Pourquoi? Parce qu'il fallait maintenir la lumière sur terre. Parce que le règne des Noirs, c'est le règne des ténèbres. Donc, voilà les doctrines qui sont enseignées dans le mouvement maçonnique, rosicrucien et gnostique, à travers ces histoires du règne des hyperboréens, du règne des Atlantes et le règne de ce qu'on appelle aujourd'hui des Ariens, la race arienne. Voilà. Et la race arienne, c'est l'homme blanc, le blanc, aux yeux bleus. Voilà. C'est ça la vraie race arienne. On va donc revoir cette théorie se développer à travers les Grunpovich, Vacher de la Poule et tous ces gens, et lesquelles théories ont été récupérées par Hitler et tous ceux qui l'ont soutenu. Et même quand Hitler a massacré des millions et des millions de personnes, cela n'a pas changé. Cette même mentalité de racisme et de prédominance blanche continue jusqu'aujourd'hui. On le voit dans les stades de football, on le voit aux États-Unis à travers la maltraitance des Noirs, on le voit partout dans le monde. Il y a même un phénomène très grave. Lorsque le blanc vient en Afrique, il est accueilli en grande pompe. Lorsque un vieux blanc vient vers une jeune fille noire, même si elle a 15 ans, sa mère est prête à donner sa fille au blanc. Mais lorsque un noir âgé de 40 ans ou de 50 ans veut épouser une jeune fille de 20 ans, on dit qu'il est vieux, il veut mettre la sorcellerie dans l'enfant. Voilà. Mais si c'est le blanc qui vient, même s'il est âgé de 50 ans, 60 ans, nos mamans vont accepter à cause de ce complexe-là. Et vous voyez aujourd'hui, toutes nos jeunes femmes mettent des greffes parce qu'elles veulent avoir des cheveux lisses et défrisent leurs cheveux. Il y a d'autres qui se décapent. Nous voyons le cas Michael Jackson. À tous les niveaux, on voit donc ce complexe de fils de lumière, c'est-à-dire ceux qui sont proches de Dieu, et les fils des ténèbres, c'est-à-dire les maudits que sont les noirs. Donc cette doctrine est enseignée dans les écoles classiques, dans les religions et dans les cercles ésotériques occidentaux. Nous évoluons donc en disant la notion de liberté et de créativité est propre au fils de lumière. Donc l'homme noir est dépourvu de la notion de liberté et de la notion de créativité. Il n'est pas libre parce qu'il est lié par les chaînes de la passion et par les pulsions instinctives basiques. Se nourrir, manger, boire, pratiquer le sexe de manière bestiale et pratiquer l'artisanat, parce que le noir ne peut pas s'élever à la notion de l'art et de la contemplation. Le noir n'a pas la capacité de parvenir à la contemplation. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on doit toujours lui tenir la main. C'est-à-dire que le blanc doit toujours tenir la main du noir pour le conduire sur le chemin de la lumière. Et vous pouvez comprendre, lorsque l'autre dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », nul ne peut arriver au Père sans moi. Mais c'est qui? C'est un hébreu, un juif, blanc, aux yeux blancs. Et donc le Fils de Dieu, il est blanc. Le Dieu lui-même, il est blanc. Les anges sont des blancs. Les saints sont des blancs. Les prophètes sont des blancs, etc., etc. Nous évoluons. La notion donc de liberté ne peut être réelle que lorsqu'on parvient à la rationalité. C'est lorsqu'on devient rationnel que l'on devient libre. Kant l'a très bien démontré à travers ses travaux, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, qu'est-ce que les lumières? Et surtout dans qu'est-ce que les lumières? On parle de l'état de minorité, c'est-à-dire de l'état de bestialité vers l'état de majorité, c'est-à-dire l'état de rationalité. Et il n'y a que l'homme rationnel qui est capable de faire des choix judicieux. Mais ici, précisons-le, il s'agit de la rationalité vue à l'occidental. C'est-à-dire la vision occidentale du monde, la rationalité occidentale. Donc, ne peut être créatif que celui qui se comporte comme l'occidental se comporte, que celui qui réfléchit comme l'occidental réfléchit, que celui qui raisonne comme l'occidental raisonne. Il n'y a que lui qui peut être libre, qui peut parler de liberté. Et par conséquent, en étant libre, il peut donc être créatif. Parce que l'homme noir ne peut pas être créatif tout simplement à cause du fait que, étant dans une mentalité prélogique, sauvage et primitive, il n'est que dans un mimétisme naturel. Et il ne peut donc pas s'élever. Notamment, il y a les travaux sur l'esthétique de Hegel en 3 tomes, où Hegel montre les étapes de l'évolution de l'esprit humain partant de l'esthétique primitive, et il peut même l'esthétique de l'Égypte pharaonique comme une étape de l'esthétique primitive. Et donc, c'est plus tard, avec les grandes innovations,
à travers la rationalité occidentale que l'esthétique a atteint son parangon. Donc la notion de créativité ne peut être propre qu'à un peuple qui est rationnel, qui a compris que le réel est rationnel et le rationnel est réel. Ça, je suis en train de résumer les propos de Hegel. Vous comprenez donc que la notion de liberté et de créativité n'est propre que à ceux qui sont arrimés au modèle occidental de la pensée, à la vision occidentale du monde. Au quatrième point, bon, beaucoup me reprocheront donc, est-ce que dans la pensée occidentale, on ne retrouve pas une rationalité vraiment fondée et admirable et je dirais même qui frise l'universel, les principes universels. Je dirais sur la base de la logique, sur la base de l'orientation de la pensée, sur la base des priorités qu'on accorde en ce qui concerne l'existence, en ce qui concerne l'homme en rapport avec la nature, en ce qui concerne l'homme en rapport avec lui-même, l'homme en rapport avec son semblable. Nous sommes dans des paradigmes bien différents. Et donc, il faut comprendre le modèle africain du monde, et il faut comprendre le modèle occidental du monde, afin de comparer, confronter les deux. Tant que tu ne connais pas la vision africaine du monde, et que tu ne connais que la vision occidentale du monde, et que tu as des préjugés vis-à-vis de ton peuple, le peuple noir, suite à l'ignorance de l'histoire, la vraie histoire de l'humanité, l'histoire des civilisations, l'histoire de la philosophie, l'histoire de la science, tu vas te perdre très facilement. Tu vas croire que si tu ne raisonnes pas comme Emmanuel Kant, comme Descartes, comme Hegel, tu n'es pas dans la rationalité. Ce qui est faux. Parce que même dans le bouddhisme, il y a des logiciens dans le bouddhisme. Il y a des gens qui ont développé la logique dans les écoles bouddhiques, les écoles philosophiques. Il y a des gens qui ont développé la logique dans les écoles taoïstes et confucianistes en Chine. Et bien évidemment, dans les écoles traditionnelles africaines, dans les écoles de l'Égypte pharaonique, Yamese a développé de la logique. Il y avait des mathématiciens dans l'Égypte noire qui remontent à 5000 ans aujourd'hui. D'ailleurs, les mathématiques, la physique, la chimie, l'architecture, tout ce qui concerne la science a été bâti par les Noirs. Je ne vais pas revenir dessus et là j'invite les gens à découvrir les travaux de Cheikh Anta Diop et tous les égyptologues de bonne foi tels que Champollion et tous ces gens et qui démontrent effectivement que c'est l'homme noir qui est à l'origine de toutes les sciences. Donc on ne saurait dire que la rationalité pensée à l'occidental, basée sur la logique individualiste, confrontée à la logique, à la rationalité africaine, basée sur la logique communautariste, que la logique communautariste serait une logique primitive et que la logique individualiste serait une logique avancée et moderne. Non, que non. Mais il s'agit de deux points, deux regards de la réalité en fonction du milieu de vie qui a moulé chaque peuple. Parce que là, il s'agit du rapport à soi-même, du rapport au réel et du rapport aux autres. Donc, si la mentalité occidentale est fondée sur l'anthropomorphisme, l'anthropocentrisme et l'égocentrisme et le matérialisme, on ne saurait la qualifier d'une rationalité universelle. De l'autre côté, il y a la sacralisation de la vie, la sacralisation de la nature, la sacralisation de la société, du peuple, la sacralisation de la famille, ce qu'on n'observe pas de l'autre côté. Donc nous sommes dans deux rationalités bien différentes. Et l'aîné Mbombassong, à travers ses travaux, a aussi montré en ce qui concerne le paradigme, la méthode de la science, que la méthode africaine a quelque chose qui lui est propre. Et c'est la même chose que la méthode occidentale, elle a quelque chose qui lui est propre en fonction de son paradigme, c'est-à-dire de sa vision du monde. Aucune logique ne devrait donc prétendre être une logique universelle au détriment des autres logiques. Et là, vers la fin, je vais convoquer la notion d'universel et à quel niveau on peut parvenir à la notion d'universel, à la notion de rationalité universelle. S'il faut aborder ce concept-là. Mais la rationalité présentée par l'Occident à travers les penseurs tels que Descartes, Kant, Schelling, Hegel, Fichte et tous ces gens, c'est une rationalité fondée sur leur vision du monde, laquelle elle-même est issue du rapport qu'ils ont entretenu avec le milieu de vie hostile dans lequel ils ont évolué. J'évolue donc la notion de liberté, d'après eux,
et de créativité, d'après ce qu'ils nous ont enseigné dans leurs écoles, et n'est propre qu'à ceux qui sont imprégnés de la rationalité occidentale et de l'universalité occidentale. Le quatrième point, c'est le système de cooptation. Cette élite politique ayant donc grandi dans ce moule idéologique et dans cet endoctrinement, à travers la falsification des histoires, à travers une rationalité taillée à la mesure de la vision occidentale du monde, à travers l'universalité taillée à la mesure de la vision occidentale du monde, à travers la notion de liberté et de créativité taillée à la mesure de la vision occidentale du monde, cette élite politique s'est retrouvée donc piégée, totalement piégée, sur le plan intellectuel par ces approches-là. Ils n'avaient pas la possibilité à l'époque d'accéder aux travaux de Cheikh Anta Diop et de tous ceux qui ont tous les Noirs qui travaillaient, parce que Cheikh Anta Diop même a été exclu des universités sous la présidence de Senghor. Il n'était pas autorisé d'enseigner dans les universités. Ce n'est que récemment, et même jusqu'aujourd'hui au département d'histoire, on a enlevé la filière égyptologie. Expressément parce qu'on ne veut pas que la jeunesse s'imprègne de sa vraie histoire et de sa vraie mémoire historique et de sa vraie conscience historique. Donc jusqu'aujourd'hui, ce travail de matraquage et d'endoctrinement éducatif dans nos modèles, dans nos écoles, continue. Mais sauf que nous aujourd'hui, nous avons l'avantage au moins qu'on a pu avoir des professeurs égyptologues et on a pu lire d'autres choses en dehors, on a pu choisir d'autres chemins en dehors des canons qui ont été arrêtés dans le système éducatif dans lequel nous avons été moulés. Donc par conséquent, quand cette élite politique actuelle avait fini donc des écoles, et je voulais préciser que tous ces gens passaient par les écoles catholiques, c'est-à-dire petits séminaires, grands séminaires, et là-bas, on les obligeait, ou tout au moins on les convainquait que la seule possibilité de s'élever, c'est l'humilité. Et l'humilité chez eux, ce n'est pas au sens noble du terme, c'est au sens d'humiliation. Et donc les prêtres colons, des colons, hein, prenaient donc ces jeunes et les entraînaient dans les couloirs de la pédophilie, tels que beaucoup de choses ont été dévoilées, notamment à travers les méfaits de l'Église catholique. Donc les petits séminaires, les grands séminaires, jusqu'aujourd'hui, vous qui envoyez vos enfants là-bas, c'est ça qu'ils subissent. Donc, la bonne manière d'esclavagiser mentalement, de dominer psychologiquement les individus, il faut les faire passer par les actes de pédophilie, de sodomie et tout ça. Donc, toute notre élite politique de la période coloniale jusqu'à une certaine période, peut-être vers les années 70, est passée par les petits séminaires, grands séminaires. Et donc, quand ils finissaient par là, qu'est-ce qu'on leur disait? Quand tu es auprès des Blancs, des prêtres blancs, ils vont t'envoyer en Espagne, ils vont t'envoyer en Italie, ils vont t'envoyer en France, ils vont t'envoyer en Angleterre. Pour ceux qui étaient dans les écoles, dans les zones anglophones, ils passaient donc par les écoles protestantes. Et donc là, ils étaient préparés psychologiquement de demeurer des esclaves du colon. Psychologiquement. Parce que le rapport qu'ils entretenaient avec des prêtres blancs et des pasteurs blancs, c'était un rapport d'esclave à maître. Et donc, l'école, ce qu'on leur enseigne à l'école, ce qu'on leur enseigne dans la religion, et plus tard, pour leur donner l'impression qu'ils sont des privilégiés, on les prenait donc, on les envoyait fréquenter en Europe, et lorsqu'ils étaient encore davantage moulés, matraqués, préparés pour devenir maintenant les traîtres de leur propre peuple, on les envoyait donc, on les renvoyait chez eux. Et d'abord, il faut préciser qu'après les petits et grands séminaires, arrivés chez les colons, en France, en Belgique, partout là-bas, on les faisait entrer dans des écoles maçonniques, rosicruciens, gnostiques et tout ça. C'est dans ça qu'ils étaient moulés. Et on leur faisait comprendre que la religion populaire, le christianisme, le protestantisme et toutes ces choses-là ne sont que les étapes populaires pour un certain niveau de conscience. Maintenant, l'approfondissement, donc pour comprendre les vrais mystères, il faut devenir franc-maçon. Voilà. Parce que là-bas, on va aussi te parler du temple de Salomon, des initiations d'Hiram Abif et donc les mêmes choses du 13e livre de Moïse. On va te parler de beaucoup de choses. Voilà. Et donc là, maintenant, tu es un être évolué. Quand tu es passé donc de l'étape du religieux à l'étape de l'initié dans les ordres ésotériques occidentaux.
Et lorsque ces mecs revenaient, donc ils étaient tous des francs-maçons, des rosicruciens, des gnostiques et tout ça. Vous voyez, il y a d'abord le complexe du colonisé qui s'est développé en contact avec le blanc. La deuxième étape, c'est l'éducation dans les écoles, l'histoire qui leur était enseignée et les grands penseurs, les grands innovateurs et tout ça dans le domaine de la science. Et plus tard, le moulage à travers le petit séminaire, les grands séminaires, les écoles coraniques et les écoles protestantes et tout ça. Et quand ils arrivaient, on les introduisait maintenant dans les ordres ésotériques, c'est-à-dire des groupes idéologiques qui n'avaient pas pour but de leur faire comprendre le bien fondé de certaines choses, mais de les infantiliser davantage. C'est-à-dire que l'homme noir ne devait jamais atteindre certains niveaux, certains grades. On devait le laisser à un certain niveau et on lui faisait subir toutes sortes d'humiliations. Sodomie par-ci et tout ça. Donc en réalité, ces noirs, ils sont devenus des femmes des autres. Et donc quand ils revenaient, ils étaient tellement soumis et ils sont restés tellement soumis que jusqu'aujourd'hui, ils sont incapables, et je vais évoluer parce qu'il faut montrer comment l'embrigadement s'est poursuivi. Et donc, ce système de cooptation consistait donc à quoi? On regardait les familles qui avaient une situation un peu peut-être des captifs de guerre, ou alors les gens qui migraient et à qui on montait le terrain, qui venaient vivre au milieu des autres, mais qui n'avaient pas les mêmes avantages que les autochtones. Donc lorsque les colons arrivaient, ou alors les frustrés, c'est-à-dire les personnes, les malfaiteurs du peuple, les personnes qui faisaient du mal, et qu'on bannissait des communautés, et qu'on isolait, donc les colons ciblaient ce genre d'individus, ces gens qui avaient déjà une faiblesse psychologique et qui avaient développé des complexes, et des personnes aigries. On se rapprochait donc de ce type de famille. Et je précise bien, les vrais chefs traditionnels ont été détournés de leur chefferie pour mettre justement des laquais au poste de chef. Et donc, la plupart aussi de ces laquais ont été cooptés par l'église et sont devenus des catéchistes, des machins, bref, les petits nègres privilégiés auprès des blancs qui servaient dans les maisons des blancs. Et on prenait donc leurs fils, on les mettait dans les petits séminaires, grands séminaires, et plus tard, on les envoyait en Europe. Voilà le système de cooptation. C'est-à-dire qu'on choisissait des personnes qui avaient une situation sociale et un état psychologique fragile. Donc des personnes aigries, des personnes qui n'étaient pas sûres d'elles-mêmes, qui n'avaient pas de capacités intrinsèques, qui n'avaient pas une morale intrinsèque, qui n'avaient pas acquis de vraies valeurs sur le plan de l'éducation traditionnelle. C'est ce genre de personnes que les colons cooptaient donc pour mettre dans les petits séminaires, grands séminaires, les écoles coraniques et les écoles protestantes, et plus tard on les envoyait en Europe. Donc c'était déjà des esclaves mentaux. Et lorsqu'ils revenaient, ils étaient déjà tellement esclaves qu'ils ne pouvaient plus opposer l'opposition. Maintenant, voilà la première étape, le statut social. Maintenant, le volet psychologique, c'était des personnes faibles. C'est-à-dire que lorsqu'on les envoyait dans les petits et grands séminaires, c'est là-bas que la sélection se passait. Les rebelles n'allaient jamais jusqu'au bout. On les évacuait. Jusqu'aujourd'hui, j'ai eu 25 camarades en philosophie, beaucoup qui ont désisté. Parce que insubordination et tout ça. Donc, le petit séminaire, le grand séminaire, les écoles protestantes et les écoles coraniques, on sélectionne des gens qui sont faibles d'esprit, des gens qui sont soumis, des gens qui obéissent, qui disent toujours oui, oui patron, oui maître, oui mon seigneur, oui mon père, comme ils appellent les prêtres. Voilà. Et donc maintenant, voilà donc les gens préparés psychologiquement pour devenir donc des pions. Là maintenant, le colon s'est retiré, il a donc laissé ses pions. Et ce sont ces pions qui ont gouverné nos États jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, pour aggraver la situation, il y a le cinquième point, les initiations ésotériques et les pactes mystiques. Donc, les sodomies qu'ils ont commencé à encaisser depuis les petits séminaires, grands séminaires, que beaucoup continuent même d'encaisser aujourd'hui, et dans toutes les autres écoles religieuses, c'est la même chose qui se poursuivait dans les écoles ésotériques. L'objectif, c'était d'humilier, c'est-à-dire de maintenir le nègre dans une psychologie d'homme humilié. Voilà, qui ne pouvait jamais regarder le blanc en face. Il ne fallait jamais que l'homme noir dise non au blanc. C'était impossible. Donc, et tous ceux qui ont osé dire non, on les éliminait.
soit par empoisonnement, soit par assassinat, soit par la guerre, on leur livre la guerre et tout ça, et on utilise leurs propres frères pour découvrir leurs secrets, si c'était des mystiques, pour découvrir leurs secrets et pour les neutraliser. Soit c'était des kidnappings de leur famille, on kidnappe peut-être trois de leur famille et on menace de les tuer et les gars se rendent. Donc voilà les techniques que les gars utilisaient. Maintenant, l'initiation ésotérique, le point culminant, après toutes les humiliations qu'ils avaient subies dans ces églises, il y a maintenant ce qu'on appelle le pacte. Et dans le pacte, on vous emmène au bord de la mer. Ils ont jusqu'aujourd'hui des temples au bord des mers. Et les grands fleuves, là où il y a les plages, là, ils ont des temples là-bas, sous l'eau. Voilà. On les amène donc là-bas. Ils partent donc signer les pactes. D'abord, tu dois donner ton sperme, tu dois donner ton sang, tu dois donner ta salive, tu dois donner tes cheveux, tu dois donner les poils de tes aisselles, tu dois donner les poils de ton pubis, hein? Et tu dois jurer sur leur égrégore que tu leur dois une obéissance et une soumission inouïe. Et donc, lorsque tu es lié, on a déjà pris ton ADN. Tu as d'abord eu un matraquage intellectuel, un endoctrinement. Ensuite, tu as eu un traumatisme psychologique. Et tu as eu des traumatismes physiques. Mais que voulez-vous que ce genre de personnes deviennent, si ce ne sont pas des esclaves, des éternels esclaves, qui vont donc perpétuer cet esclavage, parce qu'en réalité, tout ce qu'ils ont subi, ils ne peuvent pas accepter qu'ils l'aient subi sans se défouler sur les autres, sans se venger sur les autres. Ils se vengent donc sur la jeunesse, en leur miroitant beaucoup d'argent, en leur proposant beaucoup de postes de nomination, et cette jeunesse, aujourd'hui fainéante, qui ne veut pas faire des efforts, qui ne veut pas mener, se cultiver, qui ne veut pas mener des efforts physiques et intellectuels pour pouvoir s'en sortir dans la vie, se retrouve très facilement coopté dans ces réseaux et commence à se pavaner partout avec des VX, des Prado, et bluffer leurs frères et leurs semblables et leurs camarades en leur disant « Nous ne sommes plus à votre niveau, nous sommes déjà privilégiés ». Et donc, parmi ces jeunes, je vous invite à suivre la vidéo sur notamment le danger de l'infiltration dans le mouvement kamite, où j'explique donc la mentalité des gens qu'on copte dans les cercles ésotériques. Je décrypte ça là-bas très clairement. Donc je vous invite à aller réécouter cette vidéo, notamment elle est intitulée « Le danger de l'infiltration dans le mouvement kamite ». J'évolue donc en disant ces pactes donc se poursuivaient, ils allaient plus loin, ils vont toujours jusqu'aujourd'hui, ils vont plus loin. Après avoir donné les éléments de ton ADN, il y a maintenant la dépossession de ta sensibilité. Cette dépossession a déjà commencé par les actes pervers qu'on a opérés sur toi depuis ton jeune âge jusqu'à un certain niveau. On t'a traumatisé psychologiquement, tu deviens froid. Et pour maintenant t'enlever la dernière dimension de ton humanité, il faut que tu commences à livrer les gens. Donc il faut que tu tues. Et c'est quand tu as tué qu'on te dit donc bienvenue. Ça veut dire que tu es déjà parmi les grands maintenant. Et donc les crimes rituels. Voilà. Et lorsque toi-même on t'amène au bord de la mer, on te fait donc des rituels où on te dépossède de ton essence humaine avec laquelle tu es né pour te faire posséder maintenant par une entité à travers donc les actes de sodomie. On ouvre les vortex pour faire donc sortir les esprits ténébreux des bas astrales qui viennent prendre possession de toi. Tu deviens donc comme un reptile, c'est-à-dire un être froid qui ne se soucie plus des lamentations, des pleurs, des plaintes des autres. Il écoute les autres, il n'a aucun sentiment, il est imperturbable. Voilà donc la situation de ceux qui gèrent les États de l'Afrique noire actuellement. Vous allez donc comprendre que sur tous vos plateaux, sur tous vos panels, vous parlez de politique, d'économie, vous parlerez nuit et jour. Ces mecs ne sont plus des humains comme vous. Ils sont maintenant contrôlés mystiquement, après le contrôle mental qui a commencé, après le contrôle psychologique qui a commencé à travers les écoles et à travers la religion. Ils sont maintenant mystiquement possédés. Ils ont donné leur ADN. Et vous voulez que ce genre d'individus, vous croyez qu'ils vont vous écouter? Ils ne vous écouteront pas. C'est lorsqu'ils sentent que leur pouvoir est menacé
qui peuvent faire des petits trucs là, ils font des artifices là. D'ailleurs, ils ont développé beaucoup de techniques pour manipuler les masses et donner l'impression que tout va bien. Donc, ne vous attendez pas à ce que ces gens puissent, les gens, surtout certaines personnes d'une certaine génération, ils ne vous écoutent pas. Peut-être leurs enfants encore. Leurs enfants, ils sont récupérables. Et donc, nous ne sommes pas en train de les combattre parce que le chemin par lequel ils sont passés, c'était un chemin, je dirais, obligatoire parce que ceux qui ne passaient pas par là, on les tuait. Et donc, maintenant, la jeune génération, nous devons donc parler à leurs fils, même si certains ont été introduits dans la franc-maçonnerie et dans la Rose-Croix et qui n'ont pas encore atteint ce niveau d'avilissement mental, psychologique et spirituel, ils sont capables de nous suivre et de mener la vraie révolution pour la renaissance africaine. Donc, il y a maintenant quelque chose encore de plus grave, l'entretien et l'encadrement ésotérique. C'est-à-dire qu'il y a toujours des réunions, chaque 3 mois, chaque 6 mois, peut-être le mois de juillet, il y a la rencontre avec tous les francs-maçons se rencontrent. Il faut toujours faire des petits voyages. Le grand maître de l'Orient veut nous rencontrer. Le grand maître de telle zone veut nous rencontrer, tout ça. Voilà. Ils se déplacent, même ils viennent sur place. Ils ont des loges locales. Et donc, il y a toujours des réunions, des correspondances. Il faut toujours rendre compte. Les choses sont à quel niveau. Donc, ce n'est pas simplement le volet politique et économique que vous voyez. Il y a un volet très profond que vous ne comprenez pas. Et donc, il faut tenir compte dans vos débats sur les panels. Donc, il y a cet entretien mystique ésotérique permanent pour se rassurer que malgré toute la prise qu'on a pu avoir sur eux, l'esprit humain est toujours capable de se libérer. Et donc, on doit veiller à ce qu'ils soient toujours sous contrôle à travers les réunions perpétuelles. C'est ça que j'appelle les entretiens et encadrement ésotérique. Ensuite, il y a le rôle des conseillers auprès des présidences. Mais le conseiller, tu penses que les métropoles là, c'est-à-dire les pays européens, l'Amérique du Nord là, ils vont accepter que tu aies un conseiller lucide qui n'est pas dans leur système auprès de toi? Non, mais ils envoient leurs pions dans nos grands ministères, dans les présidences. Ces conseillers sont toujours là pour veiller au grand. Est-ce qu'il n'a pas fait comme ça là? Est-ce que... Mais il faut aussi avouer que il y a certains de notre élite politique quand même qui est assez fort. Les gars, quand même, malgré tout ce qu'ils ont subi, il y a certains qui ont un esprit fort et qui réussissent toujours quand même à adopter, à réaliser à travers certaines manœuvres, à contourner certaines choses. Et vraiment, il faut avouer que ceux-là, ils sont très forts. Il faut avouer ça. C'est-à-dire que tous ceux qui ont subi ce que je viens de dire, qui continuent de le subir. Et je précise que certains, s'étant rendus compte de la gravité de la situation, se sont repliés vers la tradition pour voir comment ils peuvent tant bien que mal essayer de rectifier certaines choses, se rattraper et voir comment ils peuvent maintenant opposer une relative résistance. Mais ils sont toujours tenus. C'est pour ça que vous allez toujours voir que lorsqu'on les invite, ils vont toujours partir parce qu'on les tient. Voilà. Donc le rôle des conseillers, c'est toujours veiller au grand. Est-ce que ce qu'on a arrêté là, c'est appliqué? Et donc quand le FMI nous appelle, tout le monde est hey, vente debout. Lorsque les États-Unis appellent, tout le monde en ligne. Lorsque l'Union européenne, les pays de l'Europe de l'Ouest, tout le monde. Tu prends seulement l'avion, les maîtres nous ont appelés, on part. Hein? Donc quand je vois sur les panels, les gens se lamenter qu'on crie tous les jours, pourquoi l'élite africaine est comme ça? Voilà donc la cause de tout ça. Voilà la cause. Et donc maintenant, le 8e point, c'est la naïveté des panélistes politiques qui passent le temps à croire que parce que tu as récité les théories, comment les Rothschild ont fait ceci, comment les banquiers, le système banquier, les accords de Bretton Woods, tu crois que dès que tu as fini de réciter ça, tu crois que ces mecs ignorent ça? Ils connaissent ça mieux que toi. Et donc, ils rient. Ils disent que mais le petit, tu ne sais pas où nous sommes. Toi, tu nous lis simplement, tu as une lecture politique et économique linéaire. Tu ne connais pas les méandres du pouvoir politique, le vrai pouvoir politique. Voilà, et là j'interpelle tous ces panélistes-là. Le 9e point, donc, ce sont les solutions. Première solution, nous avons besoin d'une jeunesse consciente. Et cette jeunesse doit apprendre à se cultiver.
dans le modèle, le paradigme négro-africain. Bien évidemment, en étudiant aussi les autres, les penseurs occidentaux, les penseurs chinois, les penseurs indiens, bref, les penseurs de tous les autres peuples. Mais il faut se connaître soi-même. En découvrant la vraie histoire de l'Afrique, l'histoire authentique, à travers les travaux de Cheikh Anta Diop et les autres égyptologues et historiens africains qui ont fait des travaux vraiment auxquels nous tirons le chapeau. En découvrant la vision africaine du monde, à travers les contes et les proverbes africains, en découvrant la conception de la spiritualité et des initiations traditionnelles africaines. Ça, c'est très important. C'est à travers ça que vous allez vous consolider sur le plan spirituel et sur le plan mystique. Et vous serez donc capable de résister. Parce que lorsque vous avez une bonne culture intellectuelle, lorsque vous avez une bonne connaissance de votre histoire, lorsque vous avez une bonne connaissance de votre vision du monde, et lorsque vous êtes enraciné profondément dans la spiritualité africaine authentique, vous êtes imbattable. Pas pour dire que imbattable au sens où on va aller défier nos frères ou défier les autres. Imbattable au sens où vous ne pouvez plus être manipulé ou être attaqué facilement n'importe comment. Et il faut aussi cultiver la prudence. Il faut aussi cultiver l'écoute. Il faut aussi cultiver la logique de la main tendue. On tend toujours la main à cette élite politique. Parce que parmi eux, il y a ceux qui ont vraiment un esprit fort, qui réussissent quand même jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ce qu'ils ont subi, ils réussissent quand même à comprendre que ça ne va pas. Et parfois, ils font des efforts, même s'ils continuent d'être tenus. Maintenant, tendons la main à leur progéniture, qui aujourd'hui pas encore été délivrée. Allons, pas allons vers eux, mais produisons des œuvres concrètes qui vont faire en sorte que tous ceux qui sont allés fréquenter aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, comprennent que la jeunesse africaine est en éveil. Et donc qu'ils nous rejoignent, et qu'ils rejoignent le combat, et qu'ils s'arriment à l'amour pour le peuple noir, à l'amour pour l'histoire, à l'amour pour la gloire de l'Afrique. Et que chacun de nous contribue pour la renaissance africaine. Et pour cela, nous avons besoin de bâtir des écoles qui ont un fondement philosophique kamite, avec des branches des sciences, les mathématiques, la physique, la chimie et la sociologie, mais avec un fond spirituel et visionnel africain. Donc, nos écoles doivent être bâties sur ce modèle-là. Si on a besoin d'une jeunesse qui va donc renverser la tendance, parce qu'il n'y a qu'une jeunesse instruite, une jeunesse cultivée qui est capable de mener la véritable révolution. Pas une révolution armée, mais une révolution raisonnée, où nous prenons donc notre destin et nous décidons avec les fils de ces gens qui sont nos frères. Il ne faut pas qu'on les rejette. Il y a possibilité de collaborer avec eux et de rebâtir l'Afrique. Leurs pères ont subi ce qu'ils ont subi. Aujourd'hui, ils sont piégés, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Collaborons avec ces enfants. Collaborons avec nos frères et nos sœurs qui sont leurs enfants. Ne les combattons pas. Parce qu'ensemble, nous devons bâtir notre Afrique. Et nous ne devons pas nous combattre entre nous. Donc, voilà les solutions que je propose pour la Renaissance africaine. 1. La culture sur la vraie histoire de l'Afrique. 2. L'étude de la véritable vision africaine du monde à travers la philosophie de nos ancêtres de la Nubie et de l'Égypte, à travers les textes, les livres de sagesse qu'ils ont laissés, l'étude des textes sacrés africains, les textes des pyramides, les textes des sarcophages, les textes, le livre des morts ou de sortir à la lumière et tous les textes, mais interprétés à la lumière de la spiritualité africaine, pas d'après les interprétations maçonniques ou rosicruciennes. Parce qu'il y a des experts qui sont capables donc de restituer le vrai savoir de nos ancêtres, les prêtres de Kama. Et je pense que j'en fais partie. Et il y en a bien d'autres. Donc, nous avons la possibilité de reconstruire la puissance de l'Afrique. Pas dans le sens où on va combattre l'Occident, mais dans le sens où l'Afrique doit retrouver son autonomie de pensée, c'est-à-dire intellectuelle, sa vision du monde, sa conception de la philosophie, sa conception de la science, sa conception de l'économie et de l'organisation sociale. Et là maintenant, nous aurons donc un modèle que nous allons proposer au monde en dépravation et en déchéance que nous voyons aujourd'hui, où la famille est détruite, où l'homme peut devenir la femme peut devenir l'homme, on change de sexe, où on peut même remplacer l'homme, l'humain par les robots, où, que sais-je encore, une société dépravée. Qu'est-ce que l'Afrique peut donc proposer face à un monde qui aujourd'hui est en faillite? La Chine suit le mouvement de l'Occident,
Même si sur le plan visionnel, ils ont un peu une tendance, mais vous allez voir que la technologie chinoise, ils ne prennent pas du recul. Ils suivent le même élan. Hein? Là, il faut questionner l'affaire de l'intelligence artificielle. C'est vrai, ça accélère le travail. Il faut que les choses aillent vite. Mais l'intelligence artificielle risque d'aboutir au remplacement de l'humain. Donc il faut faire très attention. Il faut donc être capable d'équilibrer les besoins des humains, les besoins des hommes, avec la nécessité de la sacralité et de la sacralisation de la vie et de la perpétuation de la vie. La quête de l'équilibre, de l'harmonie, de l'équité, la quête de l'ordre, de la justice et la quête du bien-être total. Parce que ce bien-être, il n'est pas simplement basé sur le matériel, la construction des écoles, des hôpitaux et ceci et cela. Mais ce bien-être est existentiel. Quel est mon rapport avec moi-même? Est-ce que je me connais moi-même? Quel est mon rapport avec les miens, ma famille, mon clan, ma tribu, mon peuple, mon ethnie, mon peuple en général? Quel est mon rapport avec les autres peuples humains sur terre? Quel est mon rapport avec la nature? Quel est mon rapport avec le divin? Quelle est donc la conception du salut dans la pensée africaine? Je dois connaître les 42 lois de Mahat. Je dois pratiquer, respecter les interdits. Pourquoi on avait interdit ceci? Pour quel but? Je dois chercher à connaître ça. Et donc, au lieu de passer le temps à mener des discours creux, sans fondement et sans possibilité de révolution, des discours stériles, il est donc question aujourd'hui de comprendre que le destin de l'Afrique repose sur les Kamites. Et les Kamites, ça ne doit pas être des fanatiques. Les Kamites, ça doit être des gens bâtis scientifiquement, bâtis moralement, éthiquement parlant, bâtis spirituellement parlant. C'est-à-dire que ça doit être des hommes qui devraient être des modèles pour les autres et qui doivent donc tirer leur frère noir. Le noir ne doit plus avoir aller s'aligner derrière le blanc pour que le blanc lui montre le chemin de la lumière, parce que le chemin que lui dit que c'est le chemin de la lumière, c'est plutôt le chemin de la prison mentale dans laquelle notre élite politique et intellectuelle de la période coloniale jusqu'à aujourd'hui continue d'être moulée. Il est donc question aujourd'hui que la jeunesse africaine se réveille. Et j'aimerais terminer par là. L'espoir repose sur les femmes. Mais les jeunes filles, vous êtes où? Dans la prostitution, les réseaux sociaux, les influenceuses, hein? Vous êtes dans les réseaux où on vous donne les 500 000, les enveloppes d'1 million, 2 millions, 3 millions, les réseaux de voyage pour aller épouser les vieux blancs. L'Afrique a besoin de vous, parce que c'est vous qui inculquez la première éducation aux enfants. C'est vous qui stabilisez la vie de l'homme dans le foyer, et c'est vous qui organisez la vie de l'homme. On a besoin d'une jeunesse féminine instruite, cultivée au modèle africain, d'après le modèle africain. La culture scientifique, la culture philosophique et la culture spirituelle. Sortez des églises de sommeil, hein, de Jésus, les femmes de Jésus, les filles de Jésus là, les épouses de Jésus là. Apprenez donc à découvrir qui vous êtes. Est-ce que vous savez qu'à l'époque des pharaons, il y avait des femmes physiciennes, il y a de cela 5000 ans. Péséchet, Mérita, c'était des physiciens, c'était des femmes médecins. Il y a eu des femmes pharaons. Et ne peut régner dans son peuple que celle qui est enracinée dans sa vision du monde. Car il n'y a que celle qui est enracinée dans sa vision du monde, et celui qui est enraciné dans sa vision du monde, la vision du monde de son peuple, il n'y a que celui-là qui peut être utile à son peuple. Celui qui est étranger intellectuellement, mentalement et psychologiquement, qui réfléchit comme les gens d'Israël, qui disent que lui, sa terre sainte c'est Israël, ou c'est la Mecque, ou c'est Médine, ou c'est Rome, celui-là ne peut pas être utile à son peuple parce qu'il est étranger, intellectuellement parlant, cosmologiquement parlant, spirituellement parlant, psychologiquement parlant, existentiellement parlant. Il est inutile à son peuple et il est étranger à son peuple. Il devient donc une gangrène, une peste, hein, un virus qui contribue à la continuation de la destruction du peuple noir. Hotep à toutes les sœurs de combat et à tous les frères de combat, je vous reviens très bientôt. N'oubliez pas de partager massivement cette vidéo dans tous les forats, sur les plateformes de débats politiques, des débats économiques, des débats religieux et des débats kamites, et des débats panafricanistes. Et n'oubliez pas d'apporter vos contributions pour le soutien de la chaîne Peria Kamata,
pour le soutien de Kemet TV et ceux et celles qui seront engagés à suivre ce mouvement de révolutionnaire, notamment le mouvement Kamit, seront les bienvenus. Beaucoup de jeunes sont déjà, nous sommes unis, nous sommes ensemble, nous allons donc tenir la main de ceux qui viendront et nous allons ensemble bâtir l'Afrique. Et ceux qui aimeraient me contacter peuvent donc me contacter via le numéro WhatsApp plus 237 676 40 74 40 plus 237 676 40 74 40. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager massivement. Hotep à tout le monde et je vous reviens très bientôt. Merci.